Je verse le contenu de la fiole dans son verre pendant qu'il regarde son téléphone. Mes mains tremblent à peine après toutes ces semaines d'entraînement. Il lève les yeux vers moi avec ce sourire condescendant que je connais trop bien, celui qu'il arbore depuis qu'il a commencé à me droguer il y a 3 mois. Dans quelques minutes, sa vie va exploser, et il ne sait même pas que c'est moi qui tiens l'allumette. Mais laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivé là, comment une femme de 68 ans comme moi a décidé de détruire l'homme qui pensait pouvoir me briser. Tout a commencé il y a 6 mois, quand j'ai remarqué les premiers signes étranges. Je m'appelle Marguerite Beaumont, et pendant 42 ans, j'ai été secrétaire de direction chez Arnaud Mercier, un homme que je croyais respecté. J'ai vu grandir son entreprise, j'ai sacrifié ma vie personnelle pour son succès, j'ai refusé des promotions ailleurs par loyauté. Jamais je n'aurais imaginé qu'il me trahirait de la manière la plus vile qui soit. Les premiers symptômes sont apparus en avril. Des vertiges inexpliqués après ma pause café, des trous de mémoire pendant les réunions, une fatigue écrasante qui me clouait au lit le week-end. Mon médecin m'a fait passer tous les examens possibles, cherchant une maladie neurologique, un problème cardiaque, n'importe quoi. Mais les résultats revenaient toujours normaux. C'était comme si mon corps me trahissait sans raison, et personne ne comprenait pourquoi. Je me souviens d'avoir pleuré dans le cabinet du docteur Lefebvre, persuadée que je devenais folle. C'est ma nièce Sophie, infirmière à Lyon, qui a eu le déclic lors d'une visite en mai. Elle m'a observée pendant 2 jours et m'a posé une question qui a tout changé. Tante Marguerite, ces symptômes n'apparaissent-ils qu'après ton café au bureau? J'ai réfléchi longuement à cette question, retraçant mes journées dans ma tête. Elle avait raison, absolument raison. Les week-ends, quand je restais chez moi, je me sentais parfaitement bien. Sophie m'a alors expliqué qu'elle avait vu des cas similaires aux urgences, des femmes droguées par leurs proches pour diverses raisons sordides. L'idée m'a d'abord semblé absurde, paranoïaque même. Qui voudrait me faire du mal, moi, une simple secrétaire proche de la retraite? Mais Sophie m'a convaincue de faire un test, juste pour éliminer cette possibilité. Elle m'a donné des flacons stériles et m'a expliqué comment prélever un échantillon de mon café sans éveiller les soupçons. Le lendemain matin, j'ai suivi ses instructions avec des mains tremblantes. Les résultats sont arrivés une semaine plus tard. Des benzodiazépines en quantité significative, un sédatif puissant qui n'aurait jamais dû se trouver dans mon organisme. J'ai relu le rapport médical 10 fois, incapable d'y croire. Quelqu'un me droguait délibérément, jour après jour, semaine après semaine. Quelqu'un voulait me rendre confuse, incompétente, me faire passer pour une vieille femme sénile. Mais qui? Et surtout, pourquoi? J'ai commencé à observer discrètement mon environnement de travail. Mon bureau se trouvait dans l'antichambre de celui d'Arnaud, et seules 3 personnes y avaient un accès régulier. Arnaud lui-même, sa nouvelle assistante Céline, et le comptable Martin qui venait souvent me consulter. Pendant 2 semaines, j'ai fait semblant de boire mon café tout en le versant dans une plante près de mon bureau. La pauvre plante est morte en 4 jours, ce qui m'a donné une idée de la puissance de ce qu'on me faisait ingérer. Mais sans les symptômes, je pouvais penser clairement, et j'ai commencé à remarquer des détails troublants. Arnaud me regardait différemment ces derniers mois. Plus de mépris que d'habitude, une impatience croissante quand je lui posais des questions. Il soupirait quand je prenais des notes, me coupait la parole pendant les réunions, commentait mes oublis devant les clients. Un vendredi soir, j'ai fait semblant de partir mais je suis revenu 1 heure plus tard. J'ai utilisé ma clé pour entrer discrètement par la porte de service, celle que personne n'utilise jamais. Je me suis caché dans le local d'archives qui donne sur le couloir principal. C'est là que j'ai tout entendu. Arnaud parlait au téléphone avec quelqu'un, probablement son avocat. Il disait qu'il devait se débarrasser de moi avant mes 70 ans, avant que je puisse prétendre à une retraite complète. Il expliquait son plan avec une froideur glaçante. Me droguer pour créer un dossier de défaillance professionnelle, me faire passer pour sénile, puis me licencier pour faute. Ainsi, il économiserait ma prime de départ et éviterait de payer ma retraite complémentaire. J'ai serré les dents si fort que j'ai cru me briser la mâchoire. Cet homme, pour qui j'avais travaillé pendant plus de 4 décennies, était prêt à détruire ma santé et ma réputation pour économiser de l'argent. 42 ans de loyauté réduits à une simple ligne comptable. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est quand il a mentionné comment il avait déjà fait ça avec sa précédente secrétaire, Madame Rousseau. Cette pauvre femme était partie en invalidité pour dépression nerveuse il y a 5 ans, et tout le monde avait cru à sa fragilité psychologique. En réalité, c'était lui, encore lui. Je suis rentrée chez moi ce soir-là dans un état second. J'ai pleuré toute la nuit,
Non pas de tristesse mais de rage pure. Cet homme m'avait volé ma dignité, ma santé, et pensait pouvoir s'en tirer impunément. J'aurais pu aller à la police, porter plainte, le dénoncer. Mais à 68 ans, j'ai appris quelque chose d'important sur la justice. Elle est lente, compliquée, et rarement satisfaisante pour les victimes. Non, je voulais quelque chose de plus définitif, de plus personnel. Je voulais qu'il souffre comme il m'avait fait souffrir. C'est ainsi que j'ai commencé à planifier ma vengeance. Mais je ne voulais pas simplement le détruire professionnellement, je voulais démolir toute sa vie. Son entreprise, son mariage, sa réputation, tout devait s'effondrer comme un château de cartes. J'ai d'abord contacté discrètement Madame Rousseau. Il m'a fallu des semaines pour la retrouver. Elle vivait recluse dans un petit appartement de Toulouse, brisée par ce qu'elle avait vécu. Quand je lui ai raconté mon histoire, elle a pleuré et m'a tout confié. Arnaud avait utilisé la même méthode avec elle, les mêmes drogues, le même plan. Mais elle n'avait jamais eu de preuves, personne ne l'avait cru, et elle avait fini par douter d'elle-même. Ensemble, nous avons décidé de l'affronter, mais pas encore. J'ai ensuite passé un mois à collecter des preuves. J'ai installé une petite caméra dans mon bureau, dissimulée dans un cadre photo. J'ai filmé Arnaud versant la drogue dans ma tasse de café à 3 reprises, des preuves vidéo irréfutables de ses actes. Mais ce n'était pas suffisant. Je voulais comprendre l'étendue de sa corruption, découvrir tous ses secrets. Alors j'ai commencé à fouiller dans ses dossiers pendant la nuit, copiant discrètement tous les documents sensibles. C'est là que j'ai découvert l'ampleur de ses malversations. Arnaud détournait des fonds de l'entreprise depuis des années, créant de fausses factures, surfacturant des clients, évadant des impôts. Les sommes étaient colossales, suffisantes pour le faire condamner à plusieurs années de prison. J'ai aussi découvert qu'il trompait sa femme Caroline depuis au moins 10 ans. Pas avec une, mais avec plusieurs maîtresses, dont certaines étaient d'anciennes employées qu'il avait harcelées sexuellement. Les emails que j'ai trouvés étaient d'une vulgarité répugnante. Chaque découverte alimentait ma rage et ma détermination. Cet homme était un monstre, et je serais celle qui révélerait sa vraie nature au monde. Mais je devais agir avec intelligence, tout orchestré parfaitement. J'ai contacté Caroline discrètement, en lui envoyant des copies anonymes des emails de son mari. Je voulais qu'elle découvre la vérité, qu'elle voie le vrai visage de l'homme qu'elle avait épousé. Sa réaction ne s'est pas fait attendre. En parallèle, j'ai rassemblé tous les documents comptables frauduleux et je les ai envoyés anonymement au fisc. Pas directement, bien sûr, j'ai utilisé plusieurs intermédiaires pour brouiller les pistes. Je voulais qu'Arnaud soit pris au piège de toutes parts. Mais ma plus grande arme, celle qui allait vraiment le détruire, concernait ma véritable identité. Voyez-vous, Arnaud ne savait pas tout de moi. Il ignorait complètement que je n'étais pas simplement Marguerite Beaumont, secrétaire effacée. Mon nom de jeune fille était Marguerite Valois. Et les Valois, dans le monde des affaires français, c'est quelque chose. Mon père était Pierre Valois, fondateur d'un empire industriel que j'avais quitté à 26 ans après un conflit familial terrible. J'avais renoncé à ma fortune, à mon nom, à tout pour vivre une vie simple et indépendante. Pendant 42 ans, j'avais été juste Marguerite, la secrétaire discrète, et personne n'avait jamais fait le lien. Mais j'avais conservé mes contacts, mes relations dans le monde des affaires. Un simple coup de fil à mon frère Philippe, président du groupe Valois, suffirait à déclencher une enquête approfondie sur Arnaud Mercier. Le groupe Valois était l'un des principaux concurrents d'Arnaud, et il serait ravi d'avoir des munitions contre lui. Vous imaginez le choc qu'il va ressentir quand il découvrira qui je suis vraiment ? J'ai donc organisé une rencontre finale, un face-à-face où je révélerai tout. J'ai invité Arnaud dans un restaurant chic, lui faisant croire que je voulais discuter de ma retraite. Il a accepté avec empressement, pensant sans doute que j'allais partir sans faire de vagues. Ce qui nous ramène à ce moment, maintenant. Le restaurant est presque vide, nous sommes installés dans un coin discret. Le verre d'Arnaud contient maintenant un sédatif léger, juste assez pour le rendre légèrement confus, comme il m'a fait pendant des mois. Il boit une gorgée et me sourit, ce sourire arrogant qui me donne envie de vomir. Je sors alors une enveloppe de mon sac et la pose sur la table. Il la regarde sans comprendre. « Ouvrez-la, monsieur Mercier », je dis d'une voix calme. Il fronce les sourcils mais obéit, sortant les photos que j'ai imprimées. Des captures d'écran de lui versant la drogue dans mon café, des relevés bancaires prouvant ses détournements de fonds. Son visage devient livide. Il lève les yeux vers moi, la peur remplaçant progressivement l'arrogance. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Où avez-vous trouvé ? » « Je sais tout,
Arnaud. Je sais que vous me droguez depuis 3 mois. Je sais pourquoi vous le faites. Je sais pour Madame Rousseau. Je sais pour les détournements de fonds, pour vos maîtresses, pour tout. Il essaie de se lever mais chancelle légèrement, le sédatif commençant à faire effet. Je continue, ma voix devenant plus dure. Vous pensiez pouvoir me détruire? Moi? Vous ne savez même pas qui je suis vraiment. Je sors une autre photo de mon sac, une vieille photo de journal montrant mon père et moi lors d'une réception, il y a 43 ans. Reconnaissez-vous cette jeune femme? C'est moi. Marguerite Valois. Oui, cette famille Valois. La stupéfaction sur son visage est délicieuse. Il bégait, incapable de former des phrases cohérentes. Mais, comment? Pourquoi vous? Pourquoi j'ai travaillé comme secrétaire pendant 42 ans? C'est une longue histoire qui ne vous regarde pas. Mais sachez que j'ai conservé tous mes contacts, toutes mes relations. Et ils sont très intéressés par vos activités, Arnaud. Je me penche vers lui, savourant chaque mot. Le fisc a reçu tous vos documents comptables ce matin. Votre femme a reçu les preuves de vos infidélités hier. Mon frère Philippe va lancer une OPA hostile sur votre entreprise la semaine prochaine. Les larmes commencent à couler sur ses joues. Non, non, vous ne pouvez pas faire ça. S'il vous plaît, Marguerite, on peut s'arranger. S'arranger? Comme vous vouliez arranger ma retraite? En me détruisant, en me volant ma santé, ma dignité. Ma voix tremble de rage contenue. Vous avez fait la même chose à Madame Rousseau. Combien d'autres femmes avez-vous brisées, Arnaud? Il sanglote maintenant ouvertement, pathétique dans sa détresse. Je suis désolé, je suis tellement désolé. J'avais des dettes, des problèmes financiers, je ne savais pas quoi faire. Alors vous avez détruit des vies innocentes pour sauver la vôtre? Vous êtes un monstre, Arnaud. Et maintenant, vous allez payer pour tout ce que vous avez fait. Je me lève, laissant l'enveloppe et les photos sur la table. Les preuves de votre empoisonnement ont été envoyées à la police. Ils vous attendent probablement déjà chez vous. Adieu, monsieur Mercier. Je quitte le restaurant sans me retourner, le laissant seul avec ses démons et les conséquences de ses actes. Dehors, l'air frais me remplit les poumons, et pour la première fois depuis des mois, je me sens libre. Les semaines suivantes ont été spectaculaires. Arnaud a été arrêté pour empoisonnement et détournement de fonds. Son procès a fait les gros titres, révélant au grand jour toutes ses malversations. Caroline a demandé le divorce et obtenu la moitié de ses biens. Le groupe Valois a racheté son entreprise pour une bouchée de pain, et mon frère m'a proposé un poste de consultante avec un salaire généreux. J'ai accepté, non par besoin d'argent, mais pour prouver que je n'étais pas la vieille femme sénile qu'Arnaud voulait faire de moi. Madame Rousseau a trouvé le courage de témoigner au procès. Voir Arnaud condamné à 8 ans de prison a été une catharsis pour elle. Elle a repris sa vie en main, retrouvé son fils dont elle s'était éloignée, recommencé à vivre. Quant à moi, j'ai appris quelque chose de précieux. La vengeance n'est pas toujours la solution, mais parfois, face à l'injustice pure, c'est la seule langue que certains monstres comprennent. J'ai détruit la vie d'Arnaud comme il voulait détruire la mienne. Certains m'ont jugé, disant que j'étais allé trop loin, que j'aurais dû simplement porter plainte. Mais ces gens n'ont jamais été drogués jour après jour, n'ont jamais senti leur esprit se dissoudre lentement, n'ont jamais vécu la terreur de devenir fou. Je suis maintenant à 6 mois de mes 69 ans. Ma santé s'est complètement rétablie depuis que j'ai arrêté de boire ce café empoisonné. Je vis confortablement grâce à mon nouveau poste et aux réparations financières obtenues lors du procès. Parfois, tard le soir, je me demande si j'ai fait le bon choix. Si j'aurais dû être plus clémente, moins impitoyable. Mais alors je me souviens de ces matins où je ne pouvais pas me lever, de ces réunions où je me perdais en plein milieu d'une phrase. Je me souviens du sourire satisfait d'Arnaud quand il me voyait trébucher, de son mépris à peine voilé. Non, je ne regrette rien. Il méritait tout ce qui lui est arrivé et plus encore. Ma nièce Sophie me rend visite régulièrement. Elle est fière de ce que j'ai accompli, même si elle s'inquiète parfois de l'intensité de ma vengeance. Tu as détruit sa vie entière, tante Marguerite, m'a-t-elle dit un jour. Et alors? J'ai répondu. Il voulait détruire la mienne. Il a détruit celle de Madame Rousseau et probablement d'autres. Au moins maintenant, il ne fera plus de mal à personne. Sophie a hoché la tête, comprenant ma logique même si elle ne la partageait pas entièrement. Elle m'a prise dans ses bras, et nous sommes restés ainsi un long moment, en silence. Le plus ironique dans tout ça, c'est que si Arnaud m'avait simplement laissé partir à la retraite avec dignité,
rien de tout cela ne serait arrivé. Il aurait gardé son entreprise, sa femme, sa liberté. Mais sa cupidité l'a perdu. J'ai renoué avec ma famille après toutes ces années. Mon frère Philippe et moi avons une longue conversation sur notre dispute d'il y a 43 ans. C'était à propos de l'héritage paternel, des divergences sur la gestion de l'entreprise familiale. Je voulais moderniser, prendre des risques, innover. Philippe préférait la prudence, la tradition. Nous nous sommes disputés violemment, et dans ma colère, j'ai tout quitté. Pendant 4 décennies, nous nous sommes à peine parlé. Mais cette épreuve avec Arnaud nous a rapprochés. Philippe a vu ma force, ma détermination, et a réalisé qu'il avait peut-être eu tort de ne pas écouter mes idées. Nous travaillons maintenant ensemble, et c'est enrichissant. Ma vie a pris un tournant inattendu à 68 ans. Je ne suis plus la secrétaire effacée qui baissait la tête. Je suis Marguerite Valois, femme d'affaires, survivante, et celle qui n'a pas eu peur de se battre pour sa dignité. Les gens me regardent différemment maintenant. Quand je marche dans les couloirs du groupe Valois, je vois le respect dans leurs yeux. Certains connaissent mon histoire, d'autres ont juste entendu des rumeurs. Mais tous savent qu'il ne faut pas me sous-estimer. Je donne parfois des conférences pour des associations de femmes, racontant mon parcours. Pas la partie vengeance, bien sûr, mais comment j'ai retrouvé ma force à un âge où beaucoup pensent que la vie est finie. Les réactions sont toujours émouvantes. Des femmes de tous âges viennent me voir après, me confiant leurs propres histoires d'abus, de harcèlement, de manipulation. Je les écoute, je les conseille, et parfois, je les aide discrètement. L'argent que j'ai maintenant me permet d'être généreuse. J'ai financé des thérapies pour Madame Rousseau, payé des avocats pour d'autres victimes d'Arnaud qui ont osé se manifester après son arrestation. Il y en avait 3 autres, toutes des femmes de plus de 60 ans qui l'avaient harcelée ou manipulée. Certains disent que je suis devenue une sorte de justicière. Je n'aime pas ce terme. Je suis simplement quelqu'un qui refuse l'injustice, qui n'accepte pas que les puissants écrasent les faibles impunément. Si c'est être justicière, alors soit. Mon seul regret, si j'en ai un, c'est d'avoir attendu si longtemps pour reprendre contact avec ma famille. 43 ans perdus par fierté, par orgueil. Mon père est mort sans que nous nous soyons réconciliés, et cette douleur ne disparaîtra jamais. Mais je ne peux pas changer le passé. Je peux seulement vivre le présent pleinement et préparer mon avenir. À 68 ans, j'ai encore de nombreuses années devant moi, et je compte bien les utiliser à bon escient. Je me suis aussi rapprochée de mes neveux et nièces. Sophie, bien sûr, mais aussi Thomas, Marie, et les autres. Ils sont fascinés par mon histoire, par cette grand-tante qu'ils connaissaient à peine et qui s'est révélée être quelqu'un de complètement différent. Thomas m'a récemment confié qu'il avait des problèmes avec son patron, des humiliations constantes, du harcèlement moral. Je l'ai écouté attentivement, puis je lui ai donné des conseils pratiques. Documenter chaque incident, chercher des témoins, ne jamais rester isolé. Mais toi, tante Marguerite, tu as fait plus que documenter, m'a-t-il dit avec un sourire en coin. Tu as complètement détruit ton patron. J'ai ri. C'était un cas particulier, Thomas. Il m'empoisonnait littéralement. Mais oui, je n'ai pas fait les choses à moitié. Parfois, c'est nécessaire. Thomas a finalement porté plainte contre son patron, avec toutes les preuves nécessaires. L'affaire est en cours, mais je suis confiante. Et s'il a besoin d'un bon avocat, je connais les meilleurs. Ma vie est maintenant remplie de ces petites victoires, ces moments où je peux utiliser mon expérience et mes ressources pour aider les autres. C'est devenu ma mission, en quelque sorte. Transformer mon épreuve en quelque chose de positif. Je reçois aussi beaucoup de courriers depuis que mon histoire a été médiatisée pendant le procès. Des lettres de soutien, de remerciements, mais aussi des demandes d'aide. Je ne peux pas répondre à toutes, mais j'essaie de faire ma part. Certaines lettres me brisent le cœur. Des femmes de 70, 80 ans, qui ont été maltraitées toute leur vie et n'ont jamais osé se défendre. Je leur réponds toujours la même chose. Il n'est jamais trop tard pour reprendre sa dignité. Il y a aussi des critiques, bien sûr. Des gens qui trouvent que je suis allé trop loin, que ma vengeance était disproportionnée. Ils disent qu'Arnaud a perdu sa liberté, sa famille, sa fortune, tout. Que c'est excessif. À cela, je réponds simplement. Que aurait-il fait à ma place? Quand quelqu'un essaie de vous détruire méthodiquement, de vous voler votre santé mentale, de ruiner vos dernières années de travail, comment réagissez-vous? Avec douceur et pardon? Peut-être que certains auraient pu. Peut-être que certains sont meilleurs que moi, plus cléments, plus capables de pardonner.
Mais je ne suis pas comme ça. On m'a attaqué, et j'ai riposté avec toute la force dont je disposais. Et franchement, je dors très bien la nuit. Je n'ai aucun cauchemar, aucun remords qui me ronge. Quand je pense à Arnaud en prison, je ressens une satisfaction froide et complète. Justice a été faite. Ma vie sociale s'est aussi transformée. Je fréquente maintenant des cercles que je n'avais plus côtoyés depuis mes 26 ans. Des dîners mondains, des vernissages, des galas de charité. C'est étrange de retrouver ce monde après tant d'années. Les gens sont curieux. Ils veulent comprendre pourquoi j'ai disparu pendant 43 ans. Je reste vague, parlant de désir d'indépendance, de besoin de vivre ma vie. Peu comprennent vraiment, mais ce n'est pas grave. Je n'ai pas besoin de leur compréhension. Ce qui est drôle, c'est que certaines personnes m'ont reconnue. Vous êtes la fille de Pierre Valois. Je me souviens de vous. Ils ne réalisent pas que 43 ans ont passé, que je ne suis plus la jeune femme rebelle qu'ils ont connue. Je suis maintenant une femme de 68 ans, marquée par la vie, plus forte et plus sage. J'ai des cheveux gris que je ne teinte pas, des rides que je porte avec fierté. Chaque ligne sur mon visage raconte une histoire, et je n'en ai honte d'aucune. J'ai aussi recommencé à voyager. Quelque chose que je n'avais plus fait depuis des années, faute de temps et d'argent. J'ai visité l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Des destinations que j'avais toujours voulu découvrir mais que j'avais repoussées indéfiniment. À Venise, j'ai passé des heures à me promener dans les ruelles, à contempler les canaux. Une jeune touriste américaine m'a abordée, me prenant pour une locale. « Excusez-moi, madame, pouvez-vous m'indiquer le chemin ?» Nous avons discuté, et elle m'a raconté qu'elle voyageait seule après une rupture difficile. Elle cherchait à se retrouver, à comprendre ce qu'elle voulait vraiment de la vie. Je me suis reconnue en elle, cette quête d'identité et de sens. Je lui ai raconté une version édulcorée de mon histoire. Comment j'avais quitté ma famille à 26 ans, travaillé pendant 42 ans, et finalement retrouvé ma place. Elle m'a écoutée avec des yeux brillants. « Vous êtes incroyable, m'a-t-elle dit. À votre âge, avoir encore tant d'énergie, tant de projets. » J'ai ri. Mon âge n'est qu'un chiffre. Ce qui compte, c'est comment vous vous sentez à l'intérieur. Cette rencontre m'a fait réfléchir. Combien de fois avais-je laissé les autres définir ce que je pouvais ou ne pouvais pas faire à cause de mon âge? Combien de fois m'étais-je limité moi-même, pensant être trop vieille pour ceci ou cela? La vérité, c'est que je me sens plus vivante maintenant qu'à 40 ans. À 40 ans, j'étais épuisée par le travail, résignée à une vie monotone. Maintenant, chaque jour est une nouvelle possibilité, une nouvelle aventure. J'ai même commencé à écrire mes mémoires. Pas pour les publier nécessairement, mais pour laisser une trace, pour mes neveux et nièces, pour les générations futures. Je veux qu'ils sachent qu'il ne faut jamais accepter l'injustice, peu importe son âge. L'écriture est thérapeutique. En couchant sur papier tous ces événements, je réalise à quel point j'ai été forte, à quel point j'ai surmonté d'obstacles. La petite Marguerite de 26 ans qui a quitté sa famille serait fière de la femme que je suis devenue. Bien sûr, il y a des jours difficiles. Des jours où la solitude pèse, où je me demande si j'aurais dû faire des choix différents. J'ai sacrifié beaucoup pour mon indépendance. Je n'ai jamais eu d'enfant, jamais vraiment construit de vie familiale stable. Mais aurais-je pu avoir cette vie tout en restant fidèle à moi-même? Je ne le crois pas. À 26 ans, ma famille voulait me marier à un homme que je n'aimais pas, me faire renoncer à mes ambitions professionnelles. Je ne pouvais pas accepter ça. Alors j'ai choisi la liberté, l'indépendance, même si cela signifiait la solitude. Et aujourd'hui, avec le recul, je ne regrette pas ce choix. Ma vie a été la mienne, avec ses hauts et ses bas, ses triomphes et ses défaites. Le procès d'Arnaud a duré 3 mois. J'ai témoigné pendant 2 jours entiers, racontant en détail comment il m'avait drogué, manipulé, tentant de me faire passer pour sénile. Les jurés étaient horrifiés, certains pleuraient en m'écoutant. Son avocat a essayé de me discréditer, insinuant que j'avais inventé toute l'histoire par vengeance après avoir été licenciée. Mais les preuves vidéo étaient irréfutables. On le voyait clairement verser la substance dans mon café, encore et encore. Quand le verdict est tombé, 8 ans de prison ferme, j'ai ressenti un immense soulagement. Pas de joie, pas d'exultation, juste du soulagement. C'était fini. Il ne pourrait plus faire de mal à personne pendant longtemps. Les années en prison changeraient cet homme à jamais. Après le procès, plusieurs anciennes employées d'Arnaud m'ont contacté pour me remercier. Elles avaient subi son harcèlement, ses humiliations, mais n'avaient jamais osé parler.
Mon courage leur avait donné de la force. Certaines ont même porté plainte à leur tour. Je suis devenue malgré moi une figure du mouvement contre le harcèlement en entreprise. Des journalistes voulaient m'interviewer, des associations me demandaient de témoigner. Au début, j'hésitais, préférant rester discrète. Mais j'ai réalisé que mon histoire pouvait aider d'autres. J'ai accepté quelques interviews, toujours en choisissant soigneusement mes mots. Je voulais encourager les victimes à se défendre sans pour autant promouvoir la vengeance aveugle. Il y a une différence entre justice et vendetta, même si dans mon cas, la ligne était floue. Un journaliste m'a demandé si je me considérais comme une victime ou comme une combattante. J'ai réfléchi longuement avant de répondre. Les deux, ai-je finalement dit. J'ai été victime de ces actes, mais j'ai choisi de ne pas le rester. Cette phrase a été reprise partout, dans les journaux, sur les réseaux sociaux. Elle est devenue une sorte de slogan pour les femmes qui refusent d'accepter passivement les injustices. Je reçois encore des messages de femmes qui me disent que ces mots ont changé leur vie. C'est étrange d'avoir un tel impact à 68 ans. Toute ma vie, j'ai été dans l'ombre, discrète, effacée. Et soudain, je suis sous les projecteurs, mes paroles sont écoutées, mes actions sont analysées. C'est à la fois gratifiant et terrifiant. Mon frère Philippe me taquine souvent à ce sujet. Tu es devenue une célébrité, Marguerite. Qui aurait cru? Il est fier de moi, même s'il s'inquiète parfois de l'attention médiatique. Faites attention, me dit-il. Les gens peuvent être cruels. Il a raison, bien sûr. J'ai reçu des messages haineux, des menaces même. Des gens qui pensent que j'ai été trop loin, que j'ai détruit un homme innocent. Innocent. Comme si empoisonner quelqu'un pendant des mois était un acte innocent. Mais pour chaque message de haine, j'en reçois 10 de soutien. Des femmes qui ont vécu des situations similaires, qui comprennent ma colère et ma détermination. Leur solidarité me donne de la force dans les moments de doute. Parce qu'il y a des moments de doute, évidemment. Des nuits où je me réveille en sueur, me demandant si j'ai vraiment fait ce qu'il fallait. Ai-je été trop impitoyable? Aurais-je dû lui laisser une chance de se racheter? Mais alors je me rappelle son sourire satisfait quand je trébuchais à cause des drogues. Je me rappelle sa voix froide au téléphone, expliquant comment il allait me détruire. Je me rappelle Madame Rousseau, brisée et recluse. Et mes doutes s'évaporent. Non, je n'ai pas été trop impitoyable. J'ai été juste. Il méritait tout ce qui lui est arrivé. Et s'il avait été une meilleure personne, rien de tout cela ne serait arrivé. C'est son propre comportement qui l'a conduit à sa perte. J'ai récemment visité Madame Rousseau à Toulouse. Elle va beaucoup mieux maintenant. Elle a repris des études à 73 ans, en psychologie. Elle veut aider d'autres victimes de harcèlement et de manipulation. C'est admirable de voir comment elle a transformé son trauma en force. Nous avons passé tout un week-end ensemble, parlant de tout et de rien. De nos vies, de nos regrets, de nos espoirs. C'était apaisant de parler avec quelqu'un qui comprend vraiment ce que j'ai vécu. Elle est devenue une amie précieuse. Elle m'a confié quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Tu sais, Marguerite, pendant des années, j'ai cru que j'étais folle. Que c'était ma faute si je ne pouvais plus travailler correctement. Personne ne m'a cru quand j'ai essayé d'expliquer ce qui se passait. Mais toi, tu as trouvé des preuves. Tu as combattu. Tu as gagné. Et en gagnant, tu m'as aussi sauvée. Tu m'as montré que je n'étais pas folle, que c'était vraiment lui le monstre. Je ne pourrai jamais assez te remercier. J'ai pleuré en l'écoutant. Parce que c'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Que ma vengeance, aussi impitoyable soit-elle, avait eu un sens. Qu'elle avait aidé quelqu'un d'autre que moi. Que la justice avait vraiment été faite. Nous nous sommes promis de rester en contact, de nous voir régulièrement. Elle vient à Paris le mois prochain, et je l'ai invitée à dîner chez moi. Je vais aussi l'inviter à une conférence que je donne sur le harcèlement en entreprise. Ma maison est devenue un refuge pour moi. Un petit appartement dans le Marais, rempli de livres et de plantes. C'est là que j'écris mes mémoires, que je réfléchis à ma vie, que je reçois mes proches. C'est mon sanctuaire. J'y ai installé un bureau près de la fenêtre, avec une vue sur les toits de Paris. C'est là que je passe mes matinées, écrivant, lisant, pensant. L'après-midi, je vais souvent marcher dans le quartier, observant les gens, m'imprégnant de la vie de la ville. Paris a tellement changé depuis mes 26 ans. Et pourtant, certaines choses restent éternelles. Les cafés bondés, les couples qui s'embrassent sur les ponts, les artistes de rue. Cette ville a une âme qui ne meurt jamais. Parfois,
Je m'assieds à une terrasse et je regarde simplement les gens passer. Je me demande quelles histoires ils portent, quels secrets ils cachent. Chacun a son propre combat, ses propres démons. Je ne suis pas la seule à avoir souffert, loin de là. Cette pensée me rend humble. Oui, ce qui m'est arrivé était terrible. Mais d'autres vivent des choses encore pires. Des violences domestiques, des abus sexuels, de la pauvreté extrême. Ma souffrance n'était pas unique, et ma vengeance n'était pas héroïque. C'était juste nécessaire. J'essaie maintenant d'utiliser ma notoriété et mes ressources pour aider ces autres victimes. J'ai créé une fondation qui finance des programmes d'aide aux femmes victimes de harcèlement en entreprise. Thérapie, conseils juridiques, accompagnement pour retrouver un emploi. La fondation porte le nom de Madame Rousseau, avec son accord bien sûr. Fondation Louise Rousseau pour la dignité au travail. C'est un bel hommage à cette femme courageuse qui a survécu à l'enfer. Et un rappel constant de pourquoi je me bats. Nous avons déjà aidé une 50aine de femmes en 6 mois. Certaines ont retrouvé un emploi, d'autres ont porté plainte contre leur harceleur, toutes ont retrouvé une partie de leur dignité. C'est gratifiant de voir ces transformations. Une jeune femme de 32 ans m'a récemment écrit une longue lettre. Son patron la harcelait sexuellement depuis des mois, et elle n'osait pas parler par peur de perdre son emploi. Grâce à la fondation, elle a eu accès à un avocat qui l'a aidé à porter plainte. Son harceleur a été condamné, et elle a obtenu des dommages et intérêts substantiels. Mais plus important encore, elle a retrouvé sa confiance en elle. Dans sa lettre, elle me remerciait d'avoir montré qu'il était possible de se battre et de gagner. Ces lettres me donnent de l'énergie pour continuer. Parce que le combat n'est jamais vraiment terminé. Il y aura toujours des Arnaud Mercier dans ce monde, des hommes qui pensent pouvoir écraser les autres impunément. Et il faut des gens pour leur tenir tête. Je ne serai pas éternelle, bien sûr. À 68 ans, je suis consciente que mes années sont comptées. Mais je veux laisser un héritage, quelque chose qui continuera après moi. La fondation est ce legs, cette trace que je laisserai dans le monde. Mon frère Philippe a promis de continuer à financer la fondation après ma mort. Mes neveux et nièces se sont aussi impliqués, chacun apportant ses compétences. Thomas s'occupe des aspects juridiques, Sophie des aspects médicaux, Marie de la communication. C'est devenu un projet familial, quelque chose qui nous unit tous. Ma famille, que j'avais quittée il y a si longtemps, est redevenue une source de force et de soutien. C'est peut-être la plus belle conséquence de toute cette histoire. Parce qu'au fond, ma vengeance contre Arnaud m'a permis de me réconcilier avec moi-même et avec ma famille. Elle m'a forcé à sortir de l'ombre, à révéler qui j'étais vraiment. Et en faisant ça, j'ai retrouvé les gens que j'aimais. Si je pouvais revenir en arrière, changerais-je quelque chose? Honnêtement, je ne sais pas. J'aurais voulu éviter ces mois de souffrance, ces vertiges et ces trous de mémoire terrifiants. Mais sans eux, je ne serais pas devenue la personne que je suis aujourd'hui. La souffrance nous transforme, pour le meilleur ou pour le pire. Dans mon cas, elle m'a rendue plus forte, plus déterminée, plus consciente de ma propre valeur. Elle m'a appris que je ne devais jamais accepter l'inacceptable, peu importe les conséquences. Je pense souvent aux femmes qui subissent ce genre de choses et qui n'ont pas les ressources que j'avais. Pas de famille fortunée pour les soutenir, pas d'éducation pour comprendre ce qui leur arrive. Ces femmes-là sont les vraies héroïnes, celles qui survivent malgré tout. C'est pour elles que je continue à témoigner, à raconter mon histoire encore et encore. Pour leur montrer qu'il est possible de se battre, qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre sa vie en main. Même à 68 ans, même après 42 ans d'effacement. J'ai récemment été invitée à parler dans une université, devant des étudiants en droit. Ils voulaient entendre mon histoire, comprendre les aspects juridiques de mon cas. J'ai accepté, même si parler devant tant de jeunes gens m'intimidait un peu. Leur réaction m'a surprise. Ils étaient fascinés, posaient des questions pertinentes, débattaient des limites éthiques de ma vengeance. Certains me soutenaient complètement, d'autres trouvaient que j'étais allé trop loin. Le débat était passionné et respectueux. Un jeune homme m'a demandé si je conseillerais à d'autres victimes de faire comme moi. J'ai réfléchi avant de répondre. Non, ai-je dit. Ma situation était unique, et j'avais des ressources exceptionnelles. Pour la plupart des gens, la voie légale normale est la meilleure option. Mais, ai-je ajouté, je conseille à tout le monde de ne jamais accepter passivement l'injustice. De documenter, de chercher de l'aide, de se battre. Chacun doit trouver sa propre façon de résister, mais résister est essentiel. Cette nuance est importante.
Je ne veux pas que mon histoire soit interprétée comme un appel à la vengeance tous azimuts. La vengeance n'est pas toujours la solution, et elle peut même être contre-productive. Ce qui compte, c'est de ne pas rester une victime passive. Après la conférence, plusieurs étudiantes sont venues me parler en privé. Elles m'ont confié des histoires de harcèlement, de discrimination, de manipulation. J'ai écouté chacune d'elles, donné des conseils, proposé l'aide de ma fondation si nécessaire. Ces conversations me rappellent pourquoi je fais tout ça. Pourquoi je continue à parler publiquement malgré la fatigue et l'exposition. Parce que chaque personne que j'aide, même un peu, rend tout ça valable. Ma souffrance avait un sens si elle peut prévenir celle des autres. Le temps passe vite maintenant. Les jours se succèdent, remplis d'activités, de rencontres, de projets. Je n'ai plus cette sensation d'éternité grise qui caractérisait mes années comme secrétaire. Chaque journée est précieuse, unique, pleine de possibilités. J'ai aussi repris contact avec d'anciennes collègues de chez Arnaud. Certaines avaient témoigné au procès, d'autres étaient restées silencieuses. Je ne leur en veux pas, je comprends la peur, la difficulté de prendre position. Mais c'est bon de les revoir, de renouer ces liens. Nous nous retrouvons une fois par mois pour déjeuner ensemble. Nous parlons de nos vies actuelles, de nos projets, et parfois, inévitablement, du passé. Elles me racontent des choses qu'elles avaient remarquées mais n'avaient pas osé me dire. Des détails troublants sur le comportement d'Arnaud. Plusieurs d'entre elles avaient soupçonné quelque chose, mais sans preuve, elles ne savaient pas comment agir. On aurait dû faire plus, me dit souvent Isabelle, qui travaillait à la comptabilité. On aurait dû t'aider. Je la rassure toujours. Tu ne pouvais pas savoir. Personne ne pouvait vraiment savoir. Ces déjeuners sont thérapeutiques pour nous toutes. Nous partageons notre culpabilité, notre soulagement, notre colère résiduelle. C'est important d'avoir des gens qui comprennent ce que nous avons vécu, qui peuvent témoigner de cette époque sombre. L'entreprise d'Arnaud a été complètement restructurée après son rachat par le groupe Valois. Mon frère a installé de nouveaux dirigeants, implémenté des politiques strictes contre le harcèlement, créé des canaux de dénonciation anonymes. L'atmosphère y est apparemment beaucoup plus saine maintenant. Certaines anciennes employées ont choisi d'y retourner travailler. D'autres, comme moi, ont préféré tourner la page complètement. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Chacune fait ce qui est le mieux pour elle. L'important est d'avoir le choix. Le choix. C'est finalement ce qu'Arnaud essayait de me retirer. Le choix de partir dignement, le choix de contrôler ma propre vie, le choix d'être respectée. En me droguant, il voulait me rendre dépendante, confuse, incapable de me défendre. Il a échoué. Et c'est ça, ma vraie victoire. Pas sa condamnation, pas la destruction de son empire, pas même la réconciliation avec ma famille. Ma vraie victoire, c'est d'avoir gardé mon libre arbitre, d'avoir refusé d'être la victime qu'il voulait que je sois. Je regarde parfois les photos de moi d'il y a un an, avant que tout ça ne commence. Je vois une femme fatiguée, résignée, presque éteinte. Et je me regarde maintenant dans le miroir. Je vois une femme vivante, combative, pleine d'énergie. La transformation est stupéfiante. Bien sûr, j'ai vieilli. J'ai maintenant plus de rides, plus de cheveux gris. Mais mes yeux brillent d'une intensité nouvelle. Il y a une force en moi qui n'existait pas avant. Une certitude que je peux affronter n'importe quoi. Cette force, je la dois en partie à Arnaud, aussi paradoxal que cela puisse paraître. En essayant de me détruire, il m'a forcé à découvrir ma vraie puissance. Il m'a poussé dans mes retranchements, et j'en suis ressortie plus forte. C'est une ironie cruelle. Je ne le remercierai jamais, bien sûr. Ce qu'il m'a fait était impardonnable. Mais je peux reconnaître que cette épreuve m'a transformée positivement, malgré toute la souffrance qu'elle a causée. C'est une leçon importante sur la résilience humaine. Les humains sont incroyablement résistants. Nous pouvons survivre à des choses terribles et en ressortir transformés. Pas toujours en mieux, malheureusement. Mais quand on choisit consciemment de transformer notre trauma en force, les résultats peuvent être extraordinaires. C'est ce que j'essaie d'enseigner aux femmes qui viennent à notre fondation. Que leur souffrance n'est pas une fin en soi. Qu'elle peut devenir un catalyseur, un point de départ pour une nouvelle vie. Que la vraie vengeance n'est pas de détruire l'autre, mais de devenir meilleur soi-même. Même si, dans mon cas, j'avoue avoir fait les deux. J'ai détruit Arnaud et je suis devenu meilleur. Peut-être que ce n'était pas nécessaire de faire les deux. Peut-être que me transformer aurait suffi. Mais je ne le saurai jamais. Ce qui est fait est fait.
Arnaud est en prison, sa vie est détruite, et je ne peux pas revenir en arrière même si je le voulais. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est avancer, continuer à vivre pleinement, continuer à aider les autres. J'ai récemment commencé à prendre des cours de peinture. C'est quelque chose que j'avais toujours voulu faire mais que je n'avais jamais eu le temps d'essayer. Maintenant, je passe mes dimanches après-midi dans un petit atelier de Montmartre, essayant maladroitement de capturer la beauté du monde sur une toile. Je ne suis pas douée, pas du tout. Mes peintures ressemblent à celles d'une enfant de 10 ans. Mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est le processus, la méditation, la joie de créer quelque chose de mes propres mains. C'est thérapeutique d'une manière que je n'avais pas anticipée. Mon professeur de peinture, un jeune homme de 35 ans nommé Antoine, est patient et encourageant. Il ne sait rien de mon histoire, de qui je suis. Pour lui, je suis juste Marguerite, une dame de 68 ans qui veut apprendre à peindre. C'est rafraîchissant d'être anonyme parfois. Dans cet atelier, je ne suis pas la femme qui a détruit son patron. Je ne suis pas l'héritière Valois. Je ne suis pas la fondatrice d'une association. Je suis juste moi, avec un pinceau et des couleurs. C'est libérateur. Cette quête d'équilibre est importante. Entre ma vie publique et ma vie privée, entre mon passé et mon présent, entre ma colère et ma paix intérieure. Je ne serai jamais complètement en paix, je le sais. Mais je peux trouver des moments de sérénité. Comme ce matin, par exemple. Je me suis réveillée tôt, j'ai préparé un café, sans drogue, évidemment, et je me suis assise près de la fenêtre. Le soleil se levait sur Paris, baignant les toits d'une lumière dorée. C'était magnifique, simple, parfait. Dans ces moments-là, je me sens reconnaissante. Pour être en vie, pour être libre, pour avoir la possibilité de recommencer. À 68 ans, je devrais peut-être être en train de préparer ma retraite tranquille. Au lieu de ça, je commence une nouvelle vie. C'est effrayant et excitant à la fois. Je ne sais pas ce que les prochaines années me réservent. Peut-être d'autres combats, d'autres épreuves. Mais maintenant, je sais que je peux les affronter. Je ne suis plus la Marguerite effacée qui baissait la tête. Je suis Marguerite Valois, et je ne me laisserai plus jamais maltraiter. Cette certitude est gravée en moi, inébranlable. C'est peut-être le plus grand cadeau que cette terrible expérience m'a donné. La connaissance absolue de ma propre valeur. Alors voilà mon histoire. L'histoire d'une femme de 68 ans qui a refusé d'être une victime. Qui a combattu avec toutes les armes à sa disposition. Qui a peut-être été trop loin, ou peut-être pas assez, selon les points de vue. Mais c'est mon histoire, et je l'assume complètement. Avec ses zones d'ombre, ses moments de doute, ses décisions controversées. Je ne demande pas l'approbation de qui que ce soit. Je raconte juste la vérité, telle que je l'ai vécue. Et maintenant, je vous pose la question. Si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous simplement porté plainte et espéré que justice soit faite? Ou auriez-vous, comme moi, orchestré une vengeance totale? Est-ce que la fin justifie les moyens quand on est face à un prédateur sans scrupules? J'aimerais sincèrement connaître votre opinion. Parce que malgré ma certitude apparente, je me pose encore ces questions tard dans la nuit. Ai-je été un monstre pour détruire un monstre? Ou ai-je simplement fait ce qui était nécessaire pour protéger d'autres victimes potentielles? Et vous, avez-vous déjà été confronté à une situation où le système juridique normal semblait insuffisant? Ou vous avez dû prendre les choses en main pour obtenir justice? Comment avez-vous navigué ces eaux troubles entre vengeance et justice?